Bonsoir à tous. Bonsoir donc à nos trois invités, Estelle Vernet, Élise Vincent et Cérine. Je suis désolée, j'ai peur d'écorcher ton nom. Bourre à toi. Ça se dit comme c'est écrit. Ouais, bourre à Ok, toi. bourre à Tout à toi. fait. Parfait. Donc vous travaillez toutes les trois pour l'agence Rêve de jeunesse en tant qu'agente littéraire. Et donc on va parler un peu de l'agence et de ce métier qui est plus ou moins connu euh, du grand public. Bonsoir à toutes les personnes qui vont venir ce soir et à toutes celles qui vont écouter sur YouTube a posteriori. Bien sûr, n'hésitez pas à nous interrompre en posant vos questions dans le chat et ou en mettant ne serait-ce qu'un commentaire. On sera un plaisir de les lire et d'y réagir. Est-ce que vous pourriez vous représenter un peu votre parcours, s'il vous plaît? Du coup, moi, c'est Cérine. Donc, je suis dans l'agence depuis mai 2023. Maintenant, c'est un peu flou, mais on reviendra sur comment on est arrivé là plus tard. Moi, j'ai un master en droit de la propriété intellectuelle, donc un profil vraiment juridique, mais avec un grand intérêt à travailler dans le domaine littéraire. Voilà, brièvement. Alors moi, c'est Estelle. Je suis chez Rêve de Jeunesse depuis octobre 2023 à peu près ou novembre, dans ces eaux-là. Et alors pour ma part, moi je suis traductrice indépendante et j'ai un master en traduction éditoriale. Donc le monde du livre, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Et je suis aussi en ce moment rédactrice web pour le site d'exerto.fr. Eh bien, moi, c'est Élise. Je suis dans l'équipe depuis officiellement décembre 2023. Et en parallèle, je suis aussi correctrice-relectrice pour l'édition, mais pas que. Et j'ai notamment un master en littérature jeunesse et je suis formée, bien sûr, à la correction-relecture. Bah, merci à vous. C'est donc vous avez trois profils très différents qui laissent Oui. penser que vous occupez pas le même poste dans l'agence, mais on va y revenir. Comment est-ce que vous êtes rentré dans l'agence? Qu'est-ce qui vous a amené à devenir agente littéraire? Alors, pour ma part, c'est assez cocasse, dans le sens où c'est mon stage de fin d'études qui m'a fait découvrir le métier d'agent à la foire de Brive et j'aimais beaucoup cet aspect de travail auprès des auteurs-autrices, sur de l'accompagnement, la négociation, et cetera. J'ai démarché pas mal d'agences, pour pouvoir en savoir plus, potentiellement savoir comment intégrer une agence. J'ai eu pas mal de portes fermées. Jusqu'à tomber sur Rêve de jeunesse sur Twitter, vraiment pendant mes vacances en avril 2023. Et j'ai contacté Anne en lui expliquant voilà mon profil, mes envies. Et ben, elle a répondu positivement en disant qu'elle était intéressée. Et on a commencé d'abord par vraiment bien comprendre ce qu'était le métier d'agent. Et, euh, et puis bah, par la suite, j'ai intégré l'agence. Juste pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout, Anne, c'est l'agente qui a créé Oui. l'agence, en fait. C'est son bébé rêve de jeunesse. Voilà, parenthèse. Alors pour ma part, en fait moi je connaissais Rêve de jeunesse à travers une autrice qui travaillait avec une maison d'édition chez qui j'ai fait mes stages et avec qui je travaille. Et en fait je me suis mise à suivre Rêve de jeunesse et j'ai répondu à une demande justement donc de Anne qui recherchait de nouvelles agentes. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact et que ça a marché. Pour moi, c'est un petit peu comme Estelle. En fait, je suivais l'agence depuis quelques mois sur Insta. Et puis un jour, j'ai vu l'annonce et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Et puis après, ça a matché et je suis là. Ben, c'est c'est hyper intéressant de voir que c'est un peu à la fois le hasard et à la fois une envie peut-être de d'évoluer vers autre chose. Je suppose, enfin vu que bah par exemple toi Cyrine tu viens du droit et donc l'agence c'est assez lié, mais correcteur c'est pas forcément, enfin pour Élise c'est pas forcément le agence c'est pas forcément le premier truc auquel on pense, ni pour toi Bah, Estelle.
Pardon, vas-y. Après, pardon, je sais pas trop pour les filles, mais moi, j'ai fait mes armes dans des maisons d'édition jeunesse en tant qu'assistante d'édition. Donc la partie suivi éditorial, enfin accompagnement sur le retravail du texte, je l'avais déjà appréhendé par ce biais-là et du coup, le rapport aux auteurs m'intéressait. Voilà. Même si c'est pas en lien effectivement avec la correction, ça peut l'être avec le travail d'édition. Et je pense aussi qu'on a toutes des profils avec un intérêt pour la littérature et le monde de l'édition qui était déjà en fait présent avant d'être agente. Et en fait, le fait d'être agent, ça a juste confirmé une envie justement d'être dans ce milieu, mais plutôt du côté de l'accompagnement des auteurs, en fait. Je vous propose qu'on rentre dans le vif de l'agence, de votre travail à l'agence, ce qui commence par une présentation finalement de Rêve de jeunesse pour ceux qui ne connaîtraient pas l'entité. Euh, donc, Rêve de jeunesse ça a été fondé par Anne Paris, comme tu l'as dit, Élise, en 2022. Ça. C'est ça. Et donc, c'est une agence qui est spécialisée sur l'imaginaire et la jeunesse et les ouvrages d'imaginaire en jeunesse. Et la jeunesse au sens large. C'est-à-dire? C'est-à-dire que même si les textes sont pas dans le genre dans un genre de l'imaginaire, on peut quand même travailler dessus. Si c'est un texte Oui. réaliste, mais que c'est pour les tout petits ou que c'est du young adult, on peut éventuellement quand même suivre le texte et l'auteur. Ok. Comment s'organise l'agence? Quels sont vos différents rôles? Est-ce que tout le monde a le même rôle? Est-ce que vous avez des tâches qui peuvent être très euh, par, réparties entre chacune de vous? J'y vais. Ouais, En vas-y. fait, nous, c'est un petit peu particulier. On est toutes agentes littéraires, donc on accompagne toutes des auteurs. Ça, c'est notre point commun et c'est le plus gros de notre travail. Mais après, comme on est aussi une agence, on s'est réparti certaines tâches qui sont essentielles au bon fonctionnement de notre structure. Et donc, pour ma part, par exemple, c'est plutôt le community management. Donc, voilà, je gère les réseaux sociaux, LinkedIn, TikTok, Instagram, création de contenu, publication, etc. Et communication avec les abonnés. Et après, les filles ont d'autres choses à faire. Je vous laisse. Cyrine, j'y vais du coup. Alors pour ma part, justement avec mon profil donc dans la traduction, c'est moi donc qui m'occupe de nos auteurs anglophones. C'est en fait le même travail, donc le travail d'agente, mais pour les auteurs à la fois français et anglophones. Et donc on en parlera plus tard. On propose aussi des missions freelance. Et donc il faut gérer donc tout ce qui est les demandes freelance. Et ça, de mon côté, je m'en occupe. Ok. Euh, pour ma part, du coup, c'est pareil, on en parlera plus tard, mais je m'occupe des droits étrangers, du coup, d'auteurs qu'on représente, mais aussi de maisons d'édition, pour le coup, ce qui est une bonne partie de mon temps de travail aussi. Et parce qu'en effet, donc on a parlé de Anne, mais on a aussi une autre collègue agent qui est Mélodie. Et Mélodie, elle, parmi ses missions, elle a en charge l'organisation des comités de lecture. Donc vraiment, c'est elle qui répartit les manuscrits qu'on reçoit entre nous pour pouvoir les étudier, les présenter aussi du coup au comité, qui est nous 5, et puis pouvoir voir ce qu'on souhaite accompagner comme projet. Bah, c'est super clair, merci beaucoup. Mais du coup, tu nous parles d'un comité de lecture. Donc, vous choisissez les textes et albums ou est-ce que tout passe par le comité de lecture? Oui, oui, oui. Et donc, comment ça se passe le comité? Vous avez un nombre de textes prévus pour le comité ou est-ce que c'est selon les lectures de chacune? En fait, au niveau du comité, on reçoit très régulièrement des demandes d'auteurs.
que Mélodie traite. Donc c'est tous les derniers arrivages, si je puis dire, sont répartis entre nous. Donc s'il y en a 10, ben, on en répartit 10. S'il y en a 40, ce qui est plus proche de la réalité, on en répartit 40. Et chacune en lit donc une partie. Voilà. D'accord. Sachant Et qu'on Bien. tient des comités tous les mois. Une fois d'accord. par mois, on essaye et il faut savoir que on a à peu près une quarantaine de manuscrits à chaque comité à traiter. Et Et manuscrit, du coup, ça peut être album ou texte illustré ou non, du coup. Oui, tout type de projet en fait. Et il faut savoir aussi que tout est lu, tout est étudié en tout cas. En comité de lecture, on ne fait pas une lecture complète du projet, enfin, sauf si c'est des albums, dans ce cas oui, mais sur des romans, on lit pas tout chaque mois. Mais en tout cas, tout est vraiment étudié par nous et puis chaque auteur reçoit une réponse sur son projet, en tout cas. par rapport à ça, pour ne pas faire peur aux gens qui nous contactent, quand on dit on ne lit pas tout, ça ne veut pas dire qu'on lit pas du tout. C'est Non. quand vous nous envoyez des romans, en fait, voilà, le principe, c'est pour bien saisir le texte, c'est déjà de voir ce qui accompagne le texte, le synopsis, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il se tient. Et ensuite, on lit en général le début du livre, la fin du livre et un passage du milieu pour voir si déjà sur ces moments-là, ça nous semble fonctionner. Oui. Et donc vous vous occupez, entre autres, d'auteurs, d'illustrateurs. Est-ce que, enfin, comment ça se passe pour les illustrateurs? Est-ce que vous recevez, c'est dans les albums, ils sont déjà illustrés ou Alors, on peut recevoir des albums illustrés, cependant, notre parti pris, c'est de ne pas les accepter, en fait. Nous, on ne choisit que des textes d'albums, mais non illustrés. Parce qu'un album illustré au préalable, c'est beaucoup plus difficile à placer, et en fait, ça peut ne pas correspondre à une ligne éditoriale, alors que le texte fonctionne. Et donc, c'est un choix de notre part de faire comme ça. Pour la question des illustrateurs, on suit principalement des auteurs. On a pour le moment une illustratrice qui vient de signer avec nous. C'est moi qui la représente. Mais pour le moment, on n'a pas d'autres collaborateurs en illustration. D'accord. Euh, Petite parenthèse pour dire, n'hésitez pas à regarder les réseaux de Rêve de Jeunesse, je les ai mis dans le chat, donc vous pouvez les retrouver facilement. Et sur YouTube, ce sera bien sûr en description. Euh, pour continuer, donc vous avez parlé d'une quarantaine de manuscrits que vous recevez par mois. Donc ça fait finalement ça fait beaucoup d'auteurs. Est-ce que est-ce que des fois vous avez des personnes qui peuvent penser que vous êtes une maison d'édition et pas des agents? Et est-ce que vous ressentez une méconnaissance du métier d'agent? Je crois Totalement. qu'on hoche toute la tête pour dire que c'est le cas. Oui, oui. Bah, c'est un métier qui est encore en développement en France, sachant qu'il est quand même très, très présent dans les pays anglo-saxons et dans divers domaines artistiques, hein. Mais c'est vrai qu'en France, on est encore assez méconnu. Certains auteurs peuvent être aussi méfiants parce que juste ils ne connaissent pas, c'est normal. Mais c'est vrai que, par le biais des réseaux sociaux, de ce genre d'événements-là, comme c'est organisé, ça permet aussi de pouvoir un peu, déconstruire, l'image qu'on pourrait avoir d'un agent, de pouvoir dire que voilà, tout auteur peut avoir recours à un agent. On n'a pas besoin d'avoir, une carrière ou au contraire des auteurs qui ont des carrières déjà peuvent très bien avoir besoin d'un agent pour, se simplifier la vie, s'enlever quelques relations, qui peuvent être compliquées. Donc voilà, c'est vraiment un moi je vois ça comme un outil hyper intéressant dans la chaîne du livre. C'est ça, on est des intermédiaires en fait. Mmh. Nous, on n'est pas là dans un souci de productivité. C'est pour ça qu'on peut vraiment prendre le temps d'accompagner les auteurs vers une version aboutie de leur texte, enfin en tout cas la plus aboutie possible, parce que le plus souvent, ce sera quand même retravaillé si c'est accepté en maison pour Mmh. publication. Et on n'est pas du tout dans la même démarche, mais on reste un intermédiaire. Donc, euh, voilà. Que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas et n'ont pas idée, c'est que
l'agent, c'est pas juste quelqu'un qui va être un lien en fait avec l'éditeur. Il y a une vraie relation qui s'établit avec l'auteur. Il y a un vrai retravail, un intérêt pour l'écrit de nos auteurs. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, je pense, c'est une plus-value pour les auteurs. Je pense qu'ils s'en rendent compte une fois qu'ils passent le cap et se disent, oui, je vais prendre un agent. Et si je Et- peux juste rajouter un truc Oui, avec, bien sûr. pardon, avec ce que tu dis, Estelle, justement, je trouve que tu parles de relations et c'est hyper intéressant parce qu'on n'est pas là non plus pour prendre la place de la relation auteur-éditeur. J'ai eu C'est voilà, vrai. des rencontres avec des éditeurs aussi dans la méconnaissance de l'agent. Et Mhm. justement, on est plutôt là pour construire une relation à 3 et se dire que voilà, nous, on a préparé le travail en amont, pour qu'il soit le plus abouti, comme disait Élise, pouvoir le proposer dans les meilleures conditions possibles pour l'auteur et par la suite, évidemment, l'éditeur a tout à fait sa place de pouvoir créer aussi un lien avec Mhm. l'auteur, retravailler de son côté, aucun souci. Enfin voilà, c'est vraiment un travail, de groupe, qui se construit. C'est ça, et j'ajouterais d'autant plus qu'en fait, on s'efface. Nous, on est dans la première partie du retravail, Oui. et ensuite, on n'est plus là une fois que le contrat est prêt entre la maison et l'auteur, et que donc on veille au grain. Et ensuite, c'est l'auteur et l'éditeur qui font leur petite popote, si je puis dire, ensemble. Et nous, on continue à suivre l'auteur sur d'éventuels nouveaux textes, s'il en a déjà d'autres. C'est pas l'objectif, c'est pas juste ce livre-là, quoi. C'est Mmh. Et du coup, vous faites un premier retravail du texte avec l'auteur. Oui. Oui, c'est ça. Et c'est quel point que ça dépend en fait des textes, ça peut être des points de stylistique comme des points plus sur le fond. oui, tout Ça à peut fait, être, oui. Pardon, vas-y, Estelle. euh, ça peut être autant sur le fond que la forme, sur la stylistique, la grammaire, la syntaxe, la structure même du texte. Ça vraiment, c'est du cas par cas. Est-ce que et c'est un travail. Quand est-ce que vous proposez après le texte à des éditeurs? C'est après. Est-ce que vous avez quand vous évaluez ce premier retravail est terminé, ou est-ce que vous pouvez le reproposer avant? Non, quand c'est Non. vraiment terminé. Ouais. On est dans un échange Mmh. constant avec l'auteur, donc il y a parfois plusieurs allers-retours nécessaires, au niveau des corrections, des modifications d'un texte. Des fois, c'est pas le cas, il y en a qu'un ou voilà, et c'est seulement quand on est, satisfait, d'un côté comme d'un autre, qu'on peut proposer le texte en maison, et bah, ça implique un dialogue parce qu'il y a des fois un auteur, il va considérer que son texte, il est prêt et nous, non. Et nous, on doit pouvoir être capable de défendre le texte, en fait, auprès de la maison. Donc, c'est important qu'on soit d'accord tous les 2, à la fois l'auteur et l'agent. Oui. Et après, du coup, quand c'est vous qui amenez le texte aux maisons d'édition, est-ce que le dialogue, est-ce que c'est facile, enfin comme je reprends le fait que les agents sont plutôt méconnus, moins utilisés en France, est-ce que c'est quelque chose de facile d'arriver en tant qu'agent littéraire dans une maison d'édition en France? Ça dépend. Enfin, encore une fois, il y a pas de juste réponse, ça va dépendre des maisons d'édition. C'est vrai que dans l'équipe, on a la chance, d'avoir des personnes qui ont déjà des contacts en maison d'édition, qui ont pu aussi, créer vraiment ce lien et pouvoir expliquer l'utilité d'un agent, des 2 côtés, autant agent qu'auteur qu'éditeur et ce qui permet d'avoir un bon matelas de contacts et cetera. Mais on sait qu'il y a encore du travail auprès de certaines maisons d'édition. Certaines sont juste dans le refus catégorique, il y en a. Et d'autres sont plutôt il faudrait vraiment amener la discussion, pouvoir, mettre en avant l'utilité et puis ça peut fonctionner. Parce que pour les maisons d'édition, qu'est-ce que ça change finalement que les auteurs aient des agents? Parce que vous percevez les droits sur les pourcentages de droits d'auteur. Enfin, c'est des pourcentages du droit d'auteur, selon les signes. C'est Donc, ça. la maison d'édition ne vous paye pas directement, c'est l'auteur qui vous reverse une partie de ses droits d'auteur. C'est prélevé, oui, sur le droit d'auteur. Donc ça n'implique pas de changement à ce niveau-là. Après, ce qui peut être,
redouter, c'est un grand mot, hein, ça veut pas dire. Mais c'est qu'en fait, nous, on va forcément lire finement les contrats proposés. Et bah, des fois, ça suppose qu'il y a des clauses qui vont peut-être être discutées plus facilement parce que nous, on va les repérer mieux qu'un auteur débutant, par exemple, qui ne saurait pas que telle clause, bah, ça peut être moins positif pour lui ou que ça peut être un petit peu discuté ou revalorisé. Ou, voilà. C'est Mm. peut-être plutôt du point de vue juridique que ça peut être gênant ou poser question en tout cas. Oui. Ouais. Parce que nous, on arrive vraiment en partie neutre, en fait. On n'a pas évidemment, on souhaite signer le contrat, mais pour l'auteur, mais on n'a pas d'intérêt personnel. C'est-à-dire que l'auteur, certains, surtout les primo-auteurs, vont avoir cette idée de: «Je veux signer à tout prix parce que je veux voir mon livre publié». C'est une chance et c'est vrai que derrière, il y a la possibilité d'accepter des pourcentages bas en termes de droits d'auteur, comme disait Lise, bah, des clauses, assez abusives et donc en effet, nous, on va juste regarder et pouvoir mentionner ce qui, est assez valorisé, ce qui peut arriver parfois dans des contrats et certaines clauses qui sont à discuter, en effet. Et du coup, dans les contrats, il y a différents droits. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a le droit d'exploitation du texte, mais il y a aussi les droits secondaires. Est-ce que à l'agence, vous gardez ces droits secondaires? Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que sont ces autres droits aussi? Pour Cérine, ça. Ouais, c'est notre joker. Alors en termes de droits secondaires, ça va être c'est assez large. En termes de livres, on va avoir la possibilité, je vais partir en exemple pour que ce soit plus simple, la possibilité de publier en version poche. Ça va être les droits audiovisuels, les droits audio tout court, le droit de faire des goodies, voilà, tout ce qui peut dériver en fait du produit initial qui est, en fait, traité par le contrat, lui-même. Alors nous, on ne dient faut savoir que nous, en tant qu'agent, on ne détient pas les droits. C'est les auteurs qui les détiennent et ça va être vraiment au bon vouloir de chacun, c'est-à-dire que si l'auteur tient absolument à garder ses droits, poche, parce qu'il a envie de les négocier de son côté, pourquoi pas? Après nous, on va forcément aiguiller l'auteur en disant: «Bon, franchement, tu signes avec telle maison d'édition, c'est très intéressant de pouvoir leur laisser, parce qu'ils ont des possibilités aussi». Heu, ou alors, voilà, c'est intéressant dans la négociation de pouvoir les laisser pour pouvoir aller négocier autre chose. Enfin, c'est des jeux de négociation, hein, mais il y a pas de règle à se dire, «Je tiens impérativement à les garder». Parfois, c'est intéressant à les laisser directement aussi, dans le contrat initial. D'accord. Bah, merci beaucoup. Combien est-ce que vous défendez d'autoristes à l'agence? Et comment ils sont répartis du coup? Alors du coup, on représente environ une trentaine d'auteurs actuellement. Donc on est 5. Donc on a bah, une petite moyenne de 5-6 auteurs par personne, ce qui peut paraître peu, mais il faut savoir que ce qu'on disait, tout ce qui est le retravail du texte, les suivis avec les maisons d'édition, c'est des choses qui prennent du temps et qui demandent un investissement personnel qui, je pense, est peut-être parfois sous-estimé, mais qui pourtant est bien là. Et d'autant que, et on l'a évoqué tout à l'heure, on n'est pas agente à temps plein. On a Oui. toutes des activités en parallèle, donc on est agente à temps partiel. Mmh. Et Oui et puis aussi, oui, je t'en prie. un auteur n'a pas qu'un projet, pardon. C'est vrai qu'on revient Oui. toujours à cette fameuse phrase. C'est vrai qu'on est assez variable, mais peut-être que parmi nous, il va y avoir une qui va avoir un auteur en particulier qui va avoir déjà 4 projets en préparation et du coup, c'est assez chronophage. Est-ce que vous avez une limite d'auteur du coup pour enfin chacune est-ce que vous savez par exemple que l'une d'entre vous peut plus prendre d'auteur parce que bah, tel auteur peut avoir quatre projets, tel autre deux et donc vous avez avec votre autres activités cette limite là. Voilà. Oui et non. Si tu veux, effectivement, il y a des périodes où on est chargé, donc on sait très bien que à ce moment-là, sur ces comités-là, soit il y en a déjà une ou deux qui pourront prendre aucun des auteurs si on a un coup de cœur,
soit on est toutes bookées et donc c'est pas à ce moment-là qu'on pourra accueillir quelqu'un d'autre au catalogue, quoi. Mais officiellement, on n'a pas de limite. Après, c'est vraiment une question d'organisation. Donc si c'est une période creuse où là, les auteurs, tous les textes sont envoyés en ME, pour l'instant, ils sont en écriture, donc il n'y a pas de projet en cours, ça nous fait un creux, effectivement, mais c'est rarement le cas quand même. Et donc, comment vous trouvez les autoristes finalement? Est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est directement eux qui vous contactent ou est-ce que ça peut être dans des salons ou dans des foires de droit que vous allez les trouver où est-ce que vous Je crois les qu'il y a eu un trouvez le petit bug. plus? Oui, je crois qu'il y a eu un bug. Où est-ce que vous les trouvez le plus, les auteurs? C'est eux qui viennent maintenant. Vraiment, je pense que quand Anne a lancé l'agence, elle a du coup été chercher des autoristes, etc. Mais maintenant, en fait, on est assez visible. Et le comité de lecture fonctionne vraiment bien. On s'autorise évidemment, si jamais on croise des autoristes qui nous intéressent, dont la représentation par un agent, les intéresserait, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est pas la première façon par laquelle, on développe, nos groupes d'autoristes, quoi. Et donc une fois que vous avez les autoristes, que vous avez travaillé le texte, euh, pour le dialogue avec les maisons d'édition, est-ce que vous envoyez le texte? Est-ce que vous organisez une rencontre entre l'éditeur et l'auteur? Est-ce que les deux, mais pas forcément en même temps, du coup, est-ce que d'abord vous envoyez ou une partie du texte, que et si l'éditeur est intéressé, organiser un rendez-vous ou pas du tout de rendez-vous? Comment ça se passe? Un éditeur, c'est quelqu'un de très très occupé, hein. Ils ont des charges de travail incroyables, donc ils n'ont pas le temps pour ce genre de rendez-vous, surtout juste pour découvrir un texte qu'ils vont potentiellement refuser, ou pas, hein, mais voilà. Oui. Enfin, sur plusieurs envois, il y a forcément des refus. Donc non, non, c'est une soumission de texte, comme pourrait le faire d'ailleurs un auteur seul, mais voilà, ça passe par nous. Et ensuite, effectivement, si le texte intéresse et est accepté, il peut y avoir une discussion, mais c'est pas de base le fonctionnement. En fait, le fait de passer par l'agence, déjà, ça permet à l'éditeur de savoir qu'il y a eu une première lecture du texte et une première sélection et un retravail derrière pour qu'il soit au mieux, en quelque sorte. Oui, je Euh, pense effectivement que, oui, vas-y. que les maisons d'édition qui, justement, ce qu'on dit, il y en a qui sont vont plus ou moins réceptives à l'agent littéraire, mais quelqu'un qui voit un agent littéraire représenter un autoriste a conscience vraiment qu'il y a eu un travail. Donc, je pense qu'ils savent qu'il y a une plus-value et quelque chose à en tirer. On a Kuro Tisama qui, dans le chat, pose la question concernant les livres qu'on pourrait dire écrits à quatre mains. Comment ça se passe niveau contrat, etc. Car en soi, il y a deux auteurs ou même deux rôles distincts ou tout autre cas de situation. Dans quel type de contrat? Avec l'agence ou avec une Ouais. maison d'édition? Euh, J'attends simplement sa réponse. D'accord. Avec les deux. Bah, c'est en fait, ça va dépendre du projet. Le cas le plus explicite, ça va être le cas de la BD, par exemple, où en effet, on peut très bien avoir un auteur sur le scénario, un illustrateur. Dans ce cas-là, en fait, on est vraiment sur, 2 auteurs distincts qui chacun bénéficient d'un contrat, heu, a priori au même pourcentage, selon, les implications évidemment, mais sur de la BD, grosso modo, c'est quand même ça. Et chacun, du coup, perçoit ses droits parce qu'il en est titulaire. L'illustrateur sur les illustrations, le scénariste sur son scénario. Et après, évidemment, on peut négocier le fait que, par exemple, l'illustrateur puisse réutiliser ses illustrations pour d'autres choses. Enfin, ça, c'est de la négociation assez précise. Mais en tout cas, voilà, chacun détient ses droits.
Après, bon, on rentre vraiment sur du juridique, mais du coup là, c'est de l'œuvre du coup dite collaborative. Après, il y a la distinction sur une œuvre de collaboration qui, elle, est vraiment mandatée. On va avoir le cas, par exemple, dans des institutions où quelqu'un, soit je perds mes mots, une personne morale ou physique commande quelque chose de particulier ou un supérieur qui va voilà, monter un projet avec des personnes autour d'elle. Et là, pour le coup, c'est cette personne commanditaire qui va détenir les droits de l'œuvre avec les collaborateurs autour. Donc c'est assez particulier. Voilà, je vous conseille d'aller voir les différentes définitions. C'est très bien expliqué par le Code de la propriété intellectuelle. Il y a plein de ressources aussi différentes. Mais en tout cas, voilà, pour bien délimiter ces droits. Ouais, n'hésite pas à me dire si ça a répondu à ta question, et si tu veux des précisions, n'hésite pas à le dire aussi. Euh, En attendant, je vais enchaîner avec une autre question. Quand vous suivez un auteur, est-ce que vous le suivez pour un manuscrit ou pour l'ensemble des manuscrits qu'il va produire tant qu'il est sous contrat Pardon, hein, on hésite toujours un peu à qui va parler. Oui. On s'est entraîné avant, mais bon. Euh, En fait, oui, on pourrait suivre un auteur pour un seul manuscrit, mais forcément, ça a quand même beaucoup moins d'intérêt dans l'idée d'une relation agent-auteur. Nous, ce qu'on préfère, c'est suivre des auteurs sur leur carrière entière. Et après, la particularité, c'est qu'on est spécialisé en jeunesse et en imaginaire. Donc, si un auteur se met à écrire des polars, bah, effectivement, peut-être que là, on le suivra pas. Non pas qu'on n'ait pas les compétences pour, mais parce que c'est pas la ligne de l'agence, donc c'est quelque chose qui sera moins en adéquation, quoi. Non, c'est très clair. Euh, je vais passer plus du coup sur les maisons d'édition. Après dans le chat, n'hésitez pas si vous avez toujours des questions sur les auteurs. Mais l'agence vous gérez aussi les droits étrangers de certaines maisons d'édition, comme Eldercraft, les éditions L'Alchimiste. Euh, à ce moment-là, est-ce que vous gérez les droits de tous les titres ou seulement d'une partie? Est-ce que ça dépend du contrat de la maison? Alors, dans le cadre des maisons d'édition on représente l'entièreté de leur catalogue de façon non exclusive. Du coup, si elles souhaitent aussi, par le biais de rencontres qu'elles peuvent faire, du coup, trouver des contrats, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce qui va pouvoir définir le fait qu'on représente tout le catalogue, c'est outre l'accord qu'on a entre nous, évidemment, mais si ce n'est pas le cas, en fait, on va représenter un manuscrit d'un auteur. Je vais prendre le cas, par exemple, de Dana Blue, Lettre à une idole. Eh ben, on représente ce livre, mais on ne représente pas la maison d'édition. Il a fallu qu'elle donne son accord, évidemment, mais on n'a qu'un livre chez eux, quoi. D'accord. Et par quel biais est-ce que vous faites connaître ces romans à l'étranger? Est-ce que vous allez faire directement des soumissions ou est-ce que c'est plus les foires de droit qui vont vous permettre d'avoir des liens? Alors, principalement. Alors déjà, il faut savoir que l'agence a démarré les droits étrangers seulement depuis octobre 2023. Donc c'était Anne et Mélodie qui étaient allées sur le salon de Francfort, premier salon que l'agence faisait et premier salon de droit étranger du coup. Et cette année, nous sommes allés à Bologne. Donc moi, j'y suis allée dans l'idée de récupérer la mission de droit étranger. Donc c'est vraiment le meilleur terrain pour découvrir des maisons d'édition étrangères, pour faire des contacts et pouvoir en fait tout de suite faire des propositions de nos projets parce qu'en fait on est tous là pour ça, clairement. Euh, la difficulté c'est que sur ces salons, généralement on est un peu tous là pour vendre. Donc c'est un peu le côté où on va se filer des contacts pour les bonnes personnes dans les maisons, mais on est toujours dans des bonnes surprises, des bons rendez-vous et des bonnes rencontres. Et donc, comment ça se passe un rendez-vous dans ces salons? Alors, déjà, on croise les doigts pour que tout le monde parle anglais, minimum.
Sinon, ça peut être très vite compliqué. Jusque-là, on n'a pas eu de soucis, donc ça va. Voilà, donc en fait, ces rendez-vous, il faut savoir qu'ils sont pris au préalable. Je parle des rendez-vous vraiment fixés. Vraiment, quand on prépare le salon, on contacte les maisons d'édition qu'on souhaite rencontrer, on se fixe des rendez-vous et dans ce cadre-là, en fait, on prépare, nous, les différents projets, manuscrits qu'on enfin, c'est pas des manuscrits, du coup, ils sont édités, mais les différents livres qu'on souhaite leur proposer selon leur ligne édito. Parfois, certains mentionnent déjà ce qu'ils peuvent chercher aussi. C'est hyper intéressant, du coup, ça aiguille vraiment, le rendez-vous et donc on arrive en essayant d'être le plus précis possible parce que en effet, on enchaîne les rendez-vous toute la journée et on a envie d'être concis, d'aller directement à ce qu'on veut et ça arrange tout le monde. Ça, c'est pour le cas des rendez-vous fixés. Vraiment sur une journée au salon, nous, on a, on va dire 4-5 rendez-vous fixés et après l'essentiel de la journée, c'est de faire le tour des différentes maisons et d'y aller en fait, vraiment, au talent et d'essayer de trouver des rendez-vous parce que certaines maisons ne répondent pas, quand on les contacte ou n'ont pas eu le temps, sont déjà bookées et en fait, parfois, on arrive à choper un petit moment où ils sont disponibles. On s'échange les cartes de contact. Ça devient un peu, notre livre Pokémon à nous, vraiment et voilà, l'idée, c'est de pouvoir un peu placer quelques mots, dire en quelques mots ce qu'on représente et certains disent: «Bah oui, ça peut m'intéresser, envoyez-moi un mail» ou d'autres directement: «Non, c'est pas ce que je cherche» et dans ce cas, on sait qu'on n'a pas à les contacter. Ok. Euh, et par exemple, la dernière fois, donc à la foire de Bologne, vous avez rencontré combien d'éditeurs? Alors, donc on était 3 de l'agence, donc forcément ça fait gonfler, mais je pense qu'à nous 3, on a dû rencontrer entre 50 et 80 maisons d'édition facilement. Bah, ça va être très et Ça en monte vite. je pense que je suis en dessous, mais vraiment ça monte très vite parce qu'il suffit qu'on fasse le tour de 2-3 stands, en fait, on les enchaîne et puis, et forcément la durée des rendez-vous n'est pas les mêmes, on fait quand même assez attention, Anne et Mélodie étaient très vigilantes là-dessus, à s'écouter aussi parce que c'est des journées très denses. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans ce lieu. Voilà, il y a beaucoup de bruit, on est tout le temps sollicité, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut être, voilà, souriant. Enfin, on est là pour vendre, hein, clairement. Donc, voilà, faut faire attention dans la journée, mais c'est vrai que ça fait des bonnes journées de rencontres, avec plein de gens croisés. J'en doute pas. Et est-ce que vous avez... est-ce que c'est dans les salons où vous pouvez vraiment établir des contrats ou est-ce que les salons servent plus de première prise de contact et pour établir un dialogue? Oui, c'est ça. En fait, les salons sont vraiment personne enfin, en tout cas de ce que j'ai entendu, on ne signe pas un contrat en salon. Parce que déjà les personnes qui achètent vont être submergées de propositions et vont en fait vouloir, tranquillement pouvoir en discuter. Ils sont pas les seuls décisionnaires aussi, pouvoir en discuter avec les collègues. Donc en fait, eux, ils vont être, en charge de récolter toutes les bonnes propositions. C'est pour ça qu'il faut vite les recontacter pour que peut-être ils se souviennent de nous. Mais en tout cas, voilà, mais on peut pressentir des bons rendez-vous sur le moment, mais ça ne veut rien dire. On a des bons rendez-vous qui sont, hyper positifs, où on se dit, «C'est bon, on lui a proposé le livre de l'année» et en fait, on a zéro réponse, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est en fait, c'est vraiment du travail à long terme. C'est aussi l'idée de pouvoir se recroiser sur les salons. Ça, c'est hyper important. J'ai vu déjà, Anne et Mélodie qui ont pu recroiser des maisons d'édition qu'elles avaient rencontrées à Francfort et déjà ça fait, ça permet de se faire remarquer, de montrer qu'on est là, on est présent et donc ça donne de la crédibilité aussi au projet qu'on amène. On a Claudine Monclerc qui pose 3 questions dans ce commentaire. Avez-vous signé des ventes de droits jusqu'à maintenant? Si oui, en combien de temps? Et est-ce cher de participer à ces salons? Que les bonnes questions. Impeccable. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on a Est-ce que... vendu des droits? Oui, pas par le biais des salons, notamment par le biais de contacter des maisons d'édition directes, en fait, aussi, ou par le biais d'auteurs. On a des auteurs qui attirent, particulièrement et qui déjà ont des projets qui peuvent émerger, sur les droits étrangers, donc ça permet, de créer justement, ces contacts. Donc oui, on en a eu.
La deuxième question était en combien de temps? Ça dépend. Pareil, on n'a pas de réponse, c'est-à-dire que si, par exemple, forcément la maison d'édition a déjà vu le projet et vient vers nous, c'est le cas, pour cette autrice, bah, ça se fait vite parce que, forcément ils arrivent eux en tant que personnes intéressées et ils ont envie que ça signe. Dans le cas où nous la démarche vient de nous, c'est forcément plus long. Déjà le temps qui quand on est post-salon, la difficulté c'est qu'on veut tous envoyer très vite, mais il faut qu'ils lisent tout et donc forcément les réponses peuvent être tardives, honnêtement, on est en juin, je vais commencer à faire mes premières relances pour Bologne, qui était en avril et c'est pas inquiétant et voilà. Donc faut savoir jauger et puis, bah, comme disait Elise, en fait, les éditeurs, ils sont sous l'eau et certaines maisons d'édition ont des éditeurs attitrés pour du droit étranger, d'autres pas forcément encore. Donc ils sont un peu à cheval, sur leur territoire et l'étranger, donc c'est pas évident. Je crois qu'il y avait une dernière question. Oui, Est-ce que c'est cher? oui, Oui. c'est ça. Voilà, c'est clair. Oui, oui, en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur le salon en lui-même. Évidemment, comme, le lieu qui organise les salons est aussi là pour faire un petit peu d'argent, on a la possibilité de prendre des stands au centre d'Agen, de prendre un plus grand stand avec les éditeurs. On a des passes, à prendre pour chacun des agents de l'équipe, et il faut, prendre en compte le déplacement, le logement, la restauration, tout ce genre de choses incroyables. Donc, mis bout à bout, ça fait beaucoup. Après, c'est un investissement, qui se questionne aussi. Enfin voilà, nous, je sais que c'est des choses dont on discute. Pour l'instant, on a estimé qu'on n'avait pas encore le recul nécessaire pour voir si c'était, si ça valait le coup. Parce qu'en effet, on se dit, bah, une fois qu'on fait le tour des salons, qu'on connaît tout le monde et qu'on a les contacts, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas? Voilà, donc faut encore une fois, faut le voir sur du long terme. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses. S'il y a d'autres questions qui émergent, n'hésitez pas dans le chat. Je propose que je te laisse un petit peu souffler, Céline, et qu'on sorte un peu du côté droit. Faut que mes collègues parlent aussi. Après, Elles ont plein de choses à dire. bien sûr, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Mais je vous propose de reparler un peu du retravail, qui est plus un travail enfin, éditorial, et qui est sans doute aussi moins connu du grand public. Ah oui, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit, Céline, sur les relances. Euh, pour euh, Mmh. pour le chat, il faut savoir que les éditeurs, ils travaillaient sur la rentrée littéraire et là ils vont finir de Oui. travailler, ils vont finir la rentrée littéraire, ce qui va leur permettre d'être un peu plus disponibles. Enfin, pas non plus beaucoup plus, mais quand même la rentrée littéraire étant le plus gros enjeu des maisons d'édition. Donc c'est pour ça que la période de mai à juin du côté des éditeurs est archi blindée. Alors moi, pour mon coup, c'est des maisons d'édition étrangères qui Oui, n'ont pas toutes forcément cette idée de temporalité. Mais en effet, c'est vrai que c'est une période, alors certaines maisons d'édition disent que non, ce n'est pas tout le temps à flux tendu. Donc ouais, c'est assez variable. après ça dépend de l'organisation des éditeurs Mmh. et de leur relation avec les auteurs, bien sûr. Donc sur le travail éditorial des textes, bah, la première question que j'avais, c'était est-ce que quand vous acceptez un manuscrit, est-ce que vous mettez un planning de retravail en vous disant, bah tiens, je sais pas, durant un mois et demi, on va faire tout ce qui est grammaire, ou est-ce que ça peut être chapitre par chapitre plutôt? Comment ça fonctionne? Ça dépend des agents, des auteurs et des projets, parce que, ben, encore une fois, tout est question d'échange, de communication, de relations. Donc, ça dépend des tempéraments, des fonctionnements des uns et des autres. Ben, moi, je sais que par exemple, sur un roman, ça me gêne un petit peu de travailler chapitre par chapitre. J'ai besoin d'avoir une vision globale du projet parce que je vais systématiquement faire des allers-retours entre les parties. Mais peut-être que les collègues travaillent différemment. Et puis sur la question de la séparation de la correction orthotypographique, grammaticale, etc. Bah oui, effectivement, sur des gros ouvrages, c'est plus pertinent de travailler d'abord le fond et puis la forme.
Après, sur des livres très courts, ça se discute. Ça dépend. Là, par exemple, moi, j'ai travaillé sur un album avec un auteur et effectivement, j'avais inclus les deux ensemble parce que pour moi, c'était pas grave. Mais effectivement, j'ai vu que ça lui posait un peu problème parce qu'il prenait pas forcément en compte les corrections orthotypaux. Donc, je sais qu'avec lui, la prochaine fois, je vais diviser le travail, quoi. Je le ferai en 2 fois. Je rejoins Élise. Au niveau des étapes de travail, pour ma part, c'est pareil. Je pense que c'est vraiment propre à chaque auteur, à chaque agent. Ce qui est important, c'est justement d'établir vraiment une communication avec l'auteur, voir aussi ce qui lui correspond, ce qui ne lui correspond pas. Euh, Il y a des auteurs qui vont être très ouverts à la modification, d'autres qui vont l'être beaucoup moins. C'est vrai il faut jouer avec les tempéraments et l'ouverture de chacun. Donc des fois, c'est pas évident justement de jongler entre, euh, entre notre manière à nous de faire, la manière de telle ou telle personne. Et je pense que ce qui est essentiel, voilà, c'est la communication et savoir comprendre ce que l'auteur veut, ce que nous on peut lui donner et comment on peut l'aiguiller au mieux pour que le travail soit fait. Sachant que c'est vrai qu'on parle de retravail, il faut savoir que, comme Élise l'a mentionné, le texte sera à nouveau retravaillé systématiquement par l'éditeur. Donc, ce qui est important aussi, c'est de pas, comment dire, que l'auteur retravaille son texte tellement qu'une fois arrivé en maison d'édition, il n'ait plus envie de le retravailler. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver qui est de dire, OK, le texte là on estime qu'il est bon, mais il faut aussi laisser de l'énergie à l'auteur pour que l'éditeur derrière puisse lui demander à nouveau des modifications. Cyrine, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est tout dit. Et sur la question du planning, je crois qu'on n'a pas répondu. Ah oui. Bah, ça aussi, c'est variable. Euh, Plus qu'en planning, ouais, ça va être un peu en date butoir. Mais tout Oui. dépend, encore une fois, des activités du moment, du nombre de textes suivis, des besoins de l'auteur. Est-ce qu'on a repéré, par exemple, une ouverture de soumission d'appel à texte d'une maison et auquel cas, bon, bah, on va prioriser un auteur et son texte plus qu'un autre parce que ça correspond à la ligne ou voilà, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est une organisation, en fait, on jongle, on jongle. Oui. Exactement. Agent jongleur. C'est... Et est-ce que vous essayez d'avoir des textes... Enfin, quand vous répartissez les textes, c'est selon les goûts. Bah, si par exemple quelqu'un a un coup de cœur dessus, prendre celui-là. Est-ce que vous avez... est-ce que vous essayez d'avoir des textes différents euh, en tant qu'agent, ou est-ce que vous aimez bien travailler sur des textes similaires? Je pense que là, une fois de plus, ça va dépendre de la personne, sachant que, comme on disait, on reçoit beaucoup de manuscrits. Donc, à un moment donné, on essaye de marcher au coup de cœur aussi, parce qu'on parle de l'auteur, mais nous aussi, il faut que le projet nous intéresse, parce que c'est quelque chose qui se travaille sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plutôt mois que semaines d'ailleurs. Et c'est important que nous aussi, on ait un intérêt. Alors parfois, ça peut être parce que justement, ça va être très différent de ce on aimerait lire. Et donc, au niveau un intérêt, ça peut être ce que nous, on aime lire. Je pense qu'il n'y a pas de règle établie. Ça va vraiment dépendre. Mais le coup de cœur est quand même très important, notamment en ce moment avec la grande quantité de manuscrits qu'on reçoit. Sur le principe, on peut traiter tout type de texte reçu. Après, ben, c'est vrai qu'en fonction des appétences, bien que ça a l'air d'être en train de changer, mais au départ, Estelle et moi, on avait tendance à plus traiter les albums jeunesse. On a quand même du roman, hein, mais voilà, c'était ah bah alors, est-ce qu'il y a l'une de vous deux, voilà. Et Cérine, elle a un intérêt marqué pour les young adults. Donc dès qu'il y a un petit truc, enfin un gros truc, parce qu'en général c'est des pavés, ben Ah oui. C'est un peu l'inconvénient, en fait, c'est que du coup, j'ai que des énormes romans, en fait. D'où le fait de vouloir changer et de prendre un peu d'album, c'est intéressant, ou de la BD. Et, et donc, oui, vous avez dit, vous prenez que les textes
Bah, même pour les albums, vous prenez pareil que des textes. Sans... Oui, c'est notre ligne. En fait, il y a beaucoup de maisons d'édition, c'est pas le cas de toutes, mais qui elles-mêmes ne prennent pas les albums illustrés, en fait. Parce qu'elles ont leur écurie d'illustrateurs le plus souvent, ou un certain style d'illustration, ça correspond plus à leur ligne, donc elles pourraient apprécier le texte s'il n'était pas illustré, par exemple, ou pas, hein. Et bah, le fait que ce soit illustré, c'est un frein. Donc, bah, nous, on s'est alignés là-dessus parce que bah, c'est plus facile, entre guillemets, de placer un texte d'album qu'un texte d'album illustré. Mm. Et comment ça se présente? En fait, un des albums non illustrés, c'est juste... Enfin, ça fait quelques pages de texte. Ça fait... C'est ça? Ouais, ça dépend du projet, mais oui, c'est ça. Enfin, c'est toute la partie rédigée de l'album, avec éventuellement, en fonction du projet, déjà ce qu'on appelle chez les éditeurs le briefing illustrateur. Enfin, il y a parfois des indications de l'auteur qui sont pertinentes ou pas en fonction du projet. Ok. Et est-ce que vous avez eu... Alors, je parle plus généralement des auteurs. Est-ce que vous avez eu des auteurs avec qui ça, enfin, la relation ça était simple au début et a pu se compliquer? Est-ce que vous avez dû ben, arrêter une collaboration ou pas? Euh, je pense pas que le problème se soit posé pour l'instant, sachant que même s'il y a contrat, si un auteur, enfin voilà, une fois de plus, c'est la communication. Il faut savoir dire ce que chacun veut. Je pense qu'on est tous des adultes, on est tous capables de savoir que parfois dans la vie les choses évoluent. Moi, j'ai eu le cas d'une autrice qui avait un très très joli roman de jeune adulte, mais qui, pour des raisons personnelles, n'a pas voulu souhaiter continuer le travail qu'on allait entamer. Et donc, d'un commun accord, on a coupé le contrat. Mais voilà, il faut communiquer, dire ce qui va, ce qui ne va pas, et je pense qu'à partir de là, ça peut éviter les conflits. Oui, et puis c'est toujours dans l'intérêt du projet. Parce qu'en effet, C'est ça. ça doit être professionnel. Comme on disait, on va défendre un projet parce qu'on l'apprécie aussi. Et si des choses font qu'on estime que ça ne fonctionne plus, des fois, il faut mieux arrêter pour que l'auteur puisse continuer de son côté, etc. Et que ce soit, enfin, l'idée, c'est quand même d'établir quelque chose de sain Oui, et de ne pas détruire un projet, si possible. C'est ça. Donc voilà. Mais après, voilà, juste contractuellement parlant, enfin, le dysfonctionnement constaté, s'il y en a un, ça peut l'être par l'auteur ou ça peut l'être par nous. Donc, Mm. de part oui, et d'autre, Exactement. il peut y avoir rupture du contrat si nécessaire. Mm. Bah, très bien. J'avais encore quelques questions. Vous représentez donc des artistes francophones, mais aussi enfin, anglophones, il me semble. oui, Euh, oui, Seulement anglophones? oui. Alors, pour la simple et bonne raison que bon, il faut quand même à un moment maîtriser un minimum la langue pour pouvoir retravailler justement les textes avec l'auteur. Mon profil ayant une formation en traduction, donc anglais-français, français-anglais, c'est ce qui, moi, me permet aujourd'hui de suivre nos auteurs anglophones. Après, si l'une d'entre nous maîtrise parfaitement l'espagnol, l'italien, je ne sais pas, n'importe quelle langue, pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même, on peut pas prendre tout Oui, pour le oui. plaisir parce que il faut qu'il y ait quand même une expertise derrière. Et ces auteurs anglophones, sur quel marché est-ce que vous les représentez? Est-ce que c'est seulement sur le marché français ou c'est à l'international? Alors, à l'international principalement, mais on essaye aussi de les représenter sur le marché français. Donc c'est vrai qu'on est assez ouvert là-dessus et on est vraiment monde anglophone, anglo-saxon, oui, et la France aussi. Et donc quand vous les représentez en France, est-ce que vous, enfin, vous composez le manuscrit en anglais ou est-ce que vous avez une traduction? On propose une traduction qui, bien sûr, peut après être
forcément retravaillé par l'éditeur, mais c'est pour pouvoir donner un texte que l'éditeur français puisse se l'accaparer et le voir en fait tel qu'il serait en français. Mais donc en fait la traduction elle vient de nous. D'accord. Est-ce que du coup le travail va différer avec un artiste étranger? Est-ce qu'il va y avoir enfin, des tâches en plus, vu que le marché est aussi différent, qu'est-ce qui peut varier? Alors pour moi, je vois pas une différence majeure au niveau du travail sur le texte lui-même. Non, c'est les mêmes. Pour moi, il y a les mêmes étapes, en tout cas, qui passe par le retravail du texte, la recherche d'éditeurs, l'envoi aux éditeurs. Après, j'aurais tendance à dire effectivement que le monde anglo-saxon est beaucoup plus ouvert sur le travail de l'agent littéraire. C'est beaucoup plus naturel pour eux, ils en parlent beaucoup plus naturellement qu'en France, mais ça c'est culturel pour l'instant, je pense. Pour moi la vraie différence, elle est là. Je vais pas dire le mot, il y a une certaine fierté à avoir presque un agent dans le monde anglo-saxon que je pense qu'on a beaucoup moins en France. Mais c'est ce qu'on disait, il faut que ça évolue aussi parce on est là pour aider l'auteur, donc il faut que ça il puisse le voir. D'accord. Bah, merci beaucoup. Euh, N'hésitez toujours pas à poser vos questions dans le chat. Moi, on a presque fait le tour des mails, finalement. J'en avais encore une sur... ben, vous êtes dans l'agence de Rêve de Jeunesse. Pourquoi travailler au sein d'une agence plutôt qu'être indépendant? Qui se lance? Bah, toi, Ah oui, parce que du coup, on a réfléchi à cette question ensemble aussi parce que c'est pas forcément le genre de question auquel on a répondu ensemble aussi. Mm. Euh, donc c'est hyper intéressant. Moi, je sais que l'intérêt principal, c'est le côté équipe, parce que c'est un métier que je ne faisais pas il y a très peu de temps encore. Moi, je n'ai pas travaillé dans le milieu éditorial, donc forcément, travailler avec 4 autres personnes qui ont chacune son expérience, ses compétences, ses connaissances, et que ça peut me nourrir, moi, ça m'intéresse énormément. Et puis, bah, on a une chouette équipe. Du coup, on essaye un peu de parler en dehors de nos comités de lecture, qui sont quand même hyper présents. Mais voilà, c'est hyper, hyper sympa aussi de pouvoir voilà, discuter de nos difficultés, soit vraiment dans ce cadre-là, de pouvoir chercher des pistes ensemble, savoir si on a des idées. Voilà. Donc voilà, et vraiment que l'agence, Anne a créé ce bébé, mais n'a pas hésité à le partager avec nous. Et donc, c'est hyper chouette de pouvoir participer à l'évolution aussi de l'agence. Enfin, quand on voit du coup le travail que Élise fait sur les réseaux, Estelle aussi développe des choses. Enfin voilà, on ramène toutes nos pierres à l'édifice et et il y a une vraie prise en compte de ça. Voilà. et du coup, Élise. oui, j'ajouterais juste, oui, on essaie de se parler entre les comités de lecture parce que la particularité, c'est que l'agence, elle est basée vers Lyon et Oui, que deux d'entre nous sont dans cette région-là, mais les trois autres enfin, on est éparpillés dans toute la France en fait. Donc, Oui, rares sont les fois où on peut vraiment se rencontrer en vrai, en dehors du virtuel. Donc on est beaucoup en visio, au téléphone, et on a réussi quand même à créer une proximité dans notre équipe. Mais oui, effectivement, il y a ça qui est pas forcément pratique. Par exemple, on se disait il y a quelques mois nous, on pouvait pas faire la pause café tout ensemble et pour ouais. papoter 5 minutes et apprendre à mieux se connaître, etc. Donc comme pour tout vous dire, on a un serveur Discord également. Et du coup, bah, depuis peu, on a un salon machine à café et là, bah, on vient papoter de temps en temps et c'est plutôt sympa, quoi. Et pour la question, pardon, comme je suis devenue agente par hasard grâce à l'annonce postée par Anne, je me suis pas posé la question, moi, de travailler en indépendante, en fait. Et, euh, et avec les années, enfin, peut-être que j'aurais envisagé ça, mais là, ça m'est un peu tombé dessus, quoi, et ça a été une évidence.
Et ce qui m'intéressait, c'était surtout la spécialisation de l'agence. Parce que moi, je ne vis que par la jeunesse et l'imaginaire. Donc, c'était évident pour moi de travailler comme ça. Effectivement, et la force du collectif, et comme l'a dit Cérine, le fait de prendre part à, c'est un projet qui nous semble porteur, quoi, parce que on évolue en tant qu'agente avec l'agence, qui, qui était un projet, qu'on voit en fait s'affirmer au fur et à mesure, gagner en crédibilité, en légitimité, et puis nos auteurs aussi qui prennent un peu leur envol pour ceux qui débutaient et qui, voilà, c'est beau quoi. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose, Estelle, ou... Oh non, elles ont tout dit. Vraiment. On a une question dans le chat de Fifi Brindacier 57. Bonsoir, je viens d'arriver sur le live. J'aurais une question. Désolée si elle a déjà été posée et répondue, mais êtes-vous à la recherche de nouveaux membres au sein de l'équipe? A priori, non, sauf si vous êtes spécialisé sur le territoire du Royaume-Uni et que vous êtes au Royaume-Uni. C'était quelque chose qui avait été envisagé vraiment parce que comme disait Estelle, c'est un marché assez porteur où les Oui. agents ont leur place. Et donc c'est vrai que Anne avait pour idée d'avoir quelqu'un vraiment en local. Mais a priori, pour l'instant, Mm. on est au complet. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre ou deux autres questions dans le chat? Enfin, n'hésitez pas à en poser une ou deux autres. De mon... Si j'en avais une autre qui m'était venue en tête, donc là vous êtes agente à temps partiel. Euh, Il y a la Fifi Brindacier vous remercie de votre réponse. Donc vous êtes agente à temps partiel. Est-ce que sur le long terme, est-ce que vous voudriez en faire votre activité principale ou est-ce que vous êtes contente d'avoir ces différentes activités finalement? Voilà, je pense que c'est pareil, on va pouvoir répondre chacune Mm, mm. Ouais. pour soi. Moi, je sais qu'à côté, du coup, je travaille pour différentes associations dans le domaine littéraire, notamment de l'événementiel, de la résidence BD, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de pouvoir faire plein de choses à la fois. Et si on est très honnête aussi, vivre du métier d'agent, c'est difficilement possible. Très clairement, les droits d'auteur, on les perçoit en même temps que les auteurs, c'est-à-dire, 1 fois par an, une fois que le livre est publié. Les avances ne sont pas forcément très hautes et ne permettent pas un salaire. Donc, ça paraît difficilement envisageable. Voilà, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a toutes, diverses casquettes. Heu, Si c'était possible financièrement, pourquoi pas? C'est hyper chouette, mais voilà. Je pense qu'on est toutes indépendantes. Je pense qu'il y a une raison à ça, c'est qu'on a envie de pouvoir justement toucher à plein de domaines qui nous intéressent, pas être forcément enfermé dans une seule activité. Et ce qu'on disait notamment avec Élise, où le métier d'agent nous est un peu tombé dessus, mais voilà, c'est justement la beauté, je trouve, du freelance et de l'indépendance, c'est de pouvoir avoir des projets comme ça, pas forcément attendus, mais qui viennent valoriser nos connaissances, que nous on aime, et en même temps de pouvoir le faire tout en continuant de faire d'autres activités à côté. Je rejoins les filles. Du coup, en plus d'être correctrice, je suis aussi artiste. Donc c'est vrai que je me verrais pas être agente à temps plein, parce que je pourrais jamais cesser mon activité artistique, j'en ai pas du tout envie. Et mais par contre, j'aimerais que ça prenne plus de place, j'aimerais bien suivre plus d'auteurs. Mais comme vient de le souligner Cérine, la question de la viabilité financière, forcément, c'est juste pas possible, en tout cas présentement. Voilà, donc on croit vraiment dans les textes des auteurs qu'on soutient. Oui, N'hésitez pas à aller les voir Mmh. sur le site, de trouver des auteurs qui sont soutenus par l'agence. Oui. Et puis c'est aussi le petit moment de placer un petit peu de promo de l'agence. Ah mais On vas-y. propose des missions freelance. ah oui, Voilà, parce qu'en effet, financièrement, voilà, c'est une question, mais aussi, dans le but de proposer d'autres missions à des auteurs qui sont pas forcément, prêts, on va dire, à chercher un agent,
leur manuscrit n'est pas vraiment en état, donc on propose différentes missions, basées sur les compétences de chacune. Donc certaines très spécifiques, de la correction avec Élise, traduction avec Estelle, du diagnostic éditorial. Donc là, vraiment, on est plus, sur, le manuscrit en lui-même. Différentes formes aussi, du simple, jusqu'au diagnostic complet où là, vraiment, on aboutit à un regard, vraiment, complet, en fait, c'est dans le titre, plus loin. Et en plus, simplifié encore, il y a les fiches de lecture qui, elles, permettent, de relever les premiers points, positifs, négatifs, le synopsis, si c'est un roman, voilà, de la façon dont c'est présenté. Et puis aussi du conseil juridique, voilà, qui va, du dossier de subvention, quand on est, auteur et qu'on cherche des résidences, par exemple, à, vérifier un contrat, rédiger un contrat, voilà, on a vraiment, une palette de missions, assez vaste, vous pouvez aller voir sur, le site internet. Voilà. Le lien, c'est le dernier lien que j'ai mis pour les services de coaching. Trop bien. Donc, bah, moi, j'ai plus de questions de mon côté et je n'en vois pas dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'on a fait un tour exhaustif? Est-ce que j'ai oublié un sujet? Ah, on ne t'entend plus? Ah, allô? Allô? Oui. Moi, je t'entends. Ouais, c'est chez toi, c'est. Tu nous entends ou pas du tout? Moi, je ne m'entends plus. Ah, Ah, peut-être le casque. peut-être que le casque n'a plus de batterie. Ah, c'est possible Ouais. que ce soit ça. Je vous entends. Ah, Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. bah si c'est tout bon. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner sur les services de l'agence et bah, suivre aussi le métier d'agent littéraire s'il vous intéresse. Pourquoi pas. Et voilà. Bah, merci à vous trois d'être venus. Merci. Il y aura Merci. toutes les informations, bien sûr, dans la description YouTube. La rediffusion sera postée, on est en juin, elle sera postée début août, je pense. Si j'ai pas mon planning exact en tête, mais ah, j'ai des questions. Bah, la rediffusion sera postée début août. Votre plus belle réussite jusqu'à maintenant, le contrat dont vous êtes les plus fiers, demande Claudine Moncler. Tous. Ouais, tous. Tous. C'est pas, on peut pas, enfin, chaque contrat va être une réussite pour l'agence, une nouvelle possibilité, peut-être un nouveau contact en maison. Et puis, en fait, juste la satisfaction de voir les auteurs ravis de voir leur C'est petit ça. bébé devenir plus grand. Enfin, je pense que là-dessus, juste nous, quand on parle entre nous des réussites qu'on a, on est ravis, même pour les autres. Donc, en fait, Ben, nous, tout on est est bon. fiers de nos auteurs, hein. Ouais. Donc, Ouais, si complètement. on se bat vraiment pour eux, moi, je sais pas vous, mais quand j'envoie un mail, on se dit, allez, on veut que ça réussisse. Quand on a une réponse négative, bah, ça nous fend le cœur aussi. Donc, vraiment, je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, on est fiers de tous nos auteurs, de tout ce qu'ils font et de ce qu'ils écrivent. Alors, Fifi Brindacier rebondit sur la question de Claudine. Il revient sur une question qu'il y a eu avant qu'il arrive sur le live. Vous prenez combien de nouveaux auteurs à chaque comité? On ne peut pas C'est savoir ça. variable. Ça dépend des projets proposés, en fait, et de la place qu'on a, comme on l'évoquait tout à l'heure, à l'instant T, pour se permettre d'accompagner un nouvel auteur. Parce que si on accepte quelqu'un, mais que derrière, en fait, on le contacte pas, ou tous les 2 mois, enfin, ça n'a aucun intérêt pour l'auteur et ni pour nous, quoi. Bon, Je- je ne vois pas de nouvelles questions, mais d'ici à ce que je finisse ma phrase, peut-être qu'il y en aura encore. Donc merci encore. Est-ce que vous avez une actualité de votre côté ou pas spécialement? Oui. Ah, mais Alors, magnifique. on va pas tarder à en parler sur nos réseaux, mais en fait, bon, désolé, le livre était à l'envers. Mais on a Mon petit frère est un génie, qui est un livre de Dana Blue et de Noémie Blond, un album jeunesse donc qui est paru chez Petit Génie, un éditeur québécois, qui est sorti le 10 avril. Voilà, donc que vous pouvez trouver en librairie si vous aimez les albums jeunesse.
Et Noémie Blonde, c'est donc l'illustratrice que je représente au sein de l'agence. D'accord. Félicitations. Merci. De notre côté, on va reprendre la diffusion la rediffusion des interviews précédentes qui avaient été un peu écourtées à cause de problèmes personnels. Et le prochain interview, ce sera un interview d'un auteur, Jean Krug, on va faire le lien entre ses ouvrages et aussi son métier de scientifique de glaciologue. Et ce sera le 1er juillet à 19h. Et on va voir pour reprendre le rythme de 2 interviews par mois selon ma santé, soyons très francs. Donc voilà. Merci à vous pour cette interview, c'était hyper intéressant. Et merci à toutes les personnes qui sont passées dans le chat et qui sont restées. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne Merci, soirée. bonne soirée.